2 pages, 12 signatures manquantes, un scénario entier de soumission. Pourtant, Ibrahim Traoré a choisi de plier ce script et de le ranger dans sa poche. L'ONU attendait des excuses polies, mais c'est un rugissement inattendu qui a résonné dans la salle. Que se passe-t-il quand un jeune capitaine transforme une convocation disciplinaire en acte de défiance historique? Le monde venait de découvrir qu'un silence imposé depuis 4 siècles pouvait se briser en une seule voix. Ce récit n'est pas seulement celui d'un discours, mais d'un tournant décisif. Quand Ibrahim Traoré s'avance sans papier préparé, il engage bien plus que sa carrière politique. Il met en jeu l'image d'un continent tout entier. L'enjeu est simple et brutal. Céder aux pressions internationales pour préserver des aides financières ou refuser de plier afin d'affirmer une dignité que des générations ont défendue au prix du sang. Pour chaque spectateur, comprendre cette confrontation, c'est saisir pourquoi une voix isolée peut déclencher un mouvement irréversible. Car derrière les projecteurs new-yorkais se cache une mécanique de domination vieille de plusieurs siècles. En refusant la soumission, le capitaine ouvre une brèche où chaque mot devient une arme et chaque silence une menace pour ceux qui croyaient encore tenir l'Afrique en laisse. C'est cette tension que nous allons explorer. Comment un discours de quelques minutes a pu transformer une pression diplomatique en appel universel à la souveraineté. 2 chiffres suffisent à mesurer l'ampleur du choc. 4 pages d'excuses rédigées par des diplomates étrangers contre 50 000 voix rassemblées à Ouagadougou. Voilà le paradoxe qui nourrit l'histoire. Ibrahim Traoré, sommé de lire un texte qui n'était pas le sien, choisit de déchirer ce scénario et de l'échanger contre une parole brute. Ce mini-révélateur dévoile la fracture entre ce que l'ONU voulait imposer et ce que son peuple attendait. Le contexte remonte à 2 mois plus tôt, lorsqu'un discours jugé trop frontal sur Gaza et sur l'ingérence française fit trembler les couloirs onusiens. Des appels anonymes, des menaces de sanctions, des promesses d'aide conditionnelles, tout l'arsenal classique de la pression internationale fut activé. Puis arriva l'ultimatum écrit, 12 pages d'aveux, soigneusement calibré pour neutraliser la voix du Burkina Faso. Mais la chronologie révèle un autre détail. À peine 3 jours après la réception du texte, une visite nocturne inopinée à la présidence montre jusqu'où allait la panique occidentale. Ambassadeurs, agents discrets, dossiers compromettants sur les mines d'or ou les contrats chinois. Toute une démonstration de force visant à convaincre que résister était suicidaire. Or, ce qui rend cette séquence plus saisissante encore, c'est la manière dont Traoré a retourné le piège. Tandis que les chancelleries célébraient prématurément une prétendue reddition, lui organisaient un rassemblement populaire massif. 50 000 personnes place de la Révolution, des chants, des larmes, des drapeaux. La preuve tangible qu'un peuple ne voulait pas d'excuses imposées, mais d'une affirmation souveraine. Ainsi se dessine le décor avant l'entrée à New York. D'un côté, une salle d'assemblée prête à écouter un mea culpa rédigé ailleurs. De l'autre, une foule qui exige que son président incarne l'intransigeance. Entre ces 2 pôles, un homme, Ibrahim Traoré, qui porte la responsabilité de trancher. Derrière la scène solennelle de l'ONU, un fil rouge s'incarne dans des figures bien précises. D'abord, l'ambassadeur américain qui débarque de nuit avec un attaché-case rempli de menaces voilées. Son rôle n'est pas seulement diplomatique, il personnifie la mécanique de contrôle, l'art de transformer l'aide en chantage. Face à lui, Ibrahim Traoré n'endosse pas la posture d'un chef d'État figé, mais celle d'un guide qui mesure la portée de chaque refus. Ensuite, un autre visage surgit, celui du chef de la sécurité à qui le président demande de répandre de fausses rumeurs sur une capitulation possible. C'est une scène brève, presque théâtrale, mais elle révèle comment un dirigeant transforme la surveillance en outil de contre-attaque. Le message envoyé est clair. Même sous écoute, même cerné, nous gardons l'initiative. Ces personnages secondaires servent de miroir. L'ambassadeur incarne la pression extérieure, le chef de la sécurité illustre la riposte intérieure. Et au centre, Traoré devient le trait d'union. Dès ses premiers actes, l'impact est perceptible. Les chancelleries étrangères se persuadent d'un recul, tandis que la foule burkinabé sent au contraire une confiance croissante. Ainsi, avant même le discours à New York, la narration prend forme. Le monde croit diriger la scène, mais le protagoniste principal manipule déjà le script. La question posée est brutale et simple. Qui écrit l'histoire? Celui qui détient le papier ou celui qui ose parler? Tout commence par une convocation. Un courrier officiel, timbré aux armes de l'ONU, exige que le président burkinabé clarifie ses propos. Clarifier, en langage diplomatique, signifie plier.
Ibrahim Traoré comprend immédiatement l'enjeu. S'il accepte, l'Afrique entière retiendra l'image d'un dirigeant ravalant ses mots. Alors la séquence s'emballe. Première étape, les appels de Paris, de Washington, de Tel Aviv. Offres déguisées en partenariat, menaces d'isolement, rappels insistants sur l'importance de coopérer. Chaque phrase est un ultimatum. Ensuite, la visite nocturne. L'ambassadeur américain dépose sur la table des dossiers confidentiels, censés prouver que le Burkina Faso est déjà sous surveillance totale. Mines d'or, contrats chinois, conseillers russes, pharmacies iraniennes. L'avertissement est limpide. Nous savons tout, donc nous pouvons tout. Mais le tournant survient lorsqu'au lieu de céder, le président décide d'utiliser la ruse. Il ordonne de diffuser la rumeur d'une possible capitulation. En quelques heures, les chancelleries se rassurent. Les médias annoncent un adoucissement. CNN titre sur une posture plus conciliante, la BBC relaie l'idée d'une recherche de compromis. L'illusion fonctionne. Les diplomates s'apaisent. Pendant ce temps, à Ouagadougou, la réalité inverse se déploie. 50 000 personnes se rassemblent place de la Révolution. Femmes âgées en larmes, jeunes scandant son nom, enfants brandissant des drapeaux, la foule n'attend pas des excuses, mais une déclaration de guerre symbolique contre l'humiliation. Traoré leur promet que sa voix sera la leur. L'onde de choc est immédiate. Puis vient le voyage à New York. Dans l'avion, son ministre des Affaires étrangères tente encore de tempérer. Nous pourrions adoucir la forme sans céder le fond. Mais la réponse est glaciale. S'excuser crée un précédent. Un aveu aujourd'hui deviendrait une chaîne demain. L'arrivée à JFK confirme l'ampleur du phénomène. 200 Africains de la diaspora attendent, pancartes à la main, « Africa doesn't apologize ». La route vers Manhattan ressemble déjà à une manifestation improvisée. Là, Traoré comprend que l'affaire a dépassé ses frontières. Enfin, le moment fatidique. Dans la salle de l'Assemblée générale, plus d'une centaine de délégations observent. Certains s'attendent à une soumission, d'autres à une explosion. Le silence tombe. Le jeune capitaine ajuste le micro. Pas de notes, pas de papier. La première phrase claque comme une gifle. Avant de me demander d'apologiser, laissez-moi vous demander combien de fois vous avez demandé pardon à l'Afrique. L'effet est immédiat. Des diplomates se crispent, d'autres baissent les yeux. La machine bien huilée de la contrainte symbolique vient de se briser. En quelques minutes, ce qui devait être une mise en scène d'humiliation se transforme en acte fondateur. Le fil narratif est clair. Convocation, menace, ruse, mobilisation, confrontation. La trajectoire d'un piège diplomatique métamorphosé en tremblement historique. La différence saute aux yeux. Au départ, 12 pages d'excuses imposées. À l'arrivée, 3 heures d'un discours improvisé qui déclenche un séisme diplomatique. Ce basculement illustre le premier repère chiffré, 12 contre 3. 12 pages pour étouffer une voix, 3 heures pour réveiller un continent. La proportion est frappante et chaque minute passée devant l'Assemblée devient une preuve que le rapport de force peut s'inverser. Deuxième chiffre, 50 000. C'est le nombre de Burkinabés rassemblés à Ouagadougou avant le départ du président. Cette foule, équivalente à la population d'une ville moyenne, n'a pas seulement crié des slogans, elle a matérialisé une attente historique. Dans les capitales occidentales, on ne voyait qu'un incident diplomatique. Dans les rues du Sahel, on vivait déjà une libération symbolique. Troisième donnée, 43. Le nombre d'ambassadeurs africains réunis en urgence à New York après le discours. Jamais depuis des décennies, autant de diplomates du continent n'avaient convergé autour d'une même déclaration. Ce chiffre n'est pas seulement statistique, il signale une bascule. 43 voix qui, pour une fois, ne parlent pas d'aide internationale ni de conditionnalité, mais de souveraineté collective. Ces trois mesures, 12-3, 50 000, 43, dessinent une trajectoire claire. D'abord, l'échec d'une tentative de musellement bureaucratique. Ensuite, la force d'une mobilisation populaire interne. Enfin, l'émergence d'une réponse continentale coordonnée. Chacune de ces étapes traduit un glissement de pouvoir, du texte imposé à la parole libérée, de la menace à l'adhésion, de l'isolement prévu à l'unité inattendue. Ce qui rend ces chiffres encore plus éloquents, c'est leur portée au-delà du Burkina Faso, car 12 pages préparées à New York auraient pu passer inaperçues. 3 heures de discours, elles, deviennent virales. 50 000 citoyens rassemblés en Afrique peuvent sembler marginaux, mais vus depuis Harlem, Nairobi ou Kingston, ils incarnent une majorité silencieuse. 43 ambassadeurs réunis une nuit à Manhattan peuvent paraître un détail technique,
Pourtant, ce fut l'acte de naissance d'une déclaration continentale. Ainsi, derrière la rhétorique, les preuves sont tangibles. Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié un protocole, il a transformé des chiffres en arguments vivants. Et chaque donnée, loin d'être froide, porte une charge politique explosive. Pour comprendre la portée réelle du geste d'Ibrahim Traoré, il faut confronter deux visions opposées. D'un côté, les partisans de la diplomatie classique. Leur argument est clair, un petit pays enclavé comme le Burkina Faso ne peut se permettre de défier les grandes puissances. Ils soulignent la dépendance économique, rappellent les milliards d'aides conditionnées, évoquent les risques d'isolement. Pour eux, un président responsable doit tempérer son discours, moduler ses critiques, chercher des compromis afin de préserver la stabilité interne. Le calcul semble rationnel, ménager l'extérieur pour gagner du temps à l'intérieur. En face, les défenseurs d'une ligne dure estiment que la soumission coûte plus cher que la résistance. Selon eux, chaque excuse concédée ouvre la voie à de nouvelles humiliations. Ils rappellent que les interventions étrangères n'ont pas apporté de sécurité durable au Sahel, que les aides financières sont souvent récupérées sous forme de dettes et que la jeunesse africaine n'accepte plus le langage de la dépendance. Pour cette école de pensée, dire non une fois, c'est créer un précédent positif, la preuve qu'un dirigeant peut défendre la souveraineté sans trembler. Entre ces deux positions, l'argument décisif reste le terrain. Les données l'attestent. Après le discours, 43 ambassadeurs africains se sont alignés sur une position commune, signe qu'un choix apparemment risqué peut, en réalité, fédérer. De même, la mobilisation de 50 000 Burkinabés dans les rues montre que la légitimité interne peut compenser la pression externe. Autrement dit, l'isolement diplomatique redouté n'est pas mécanique, il peut se transformer en catalyseur d'unité. Ainsi, le débat ne se réduit pas à prudence contre témérité. Il illustre un dilemme plus profond. Vaut-il mieux survivre en silence ou risquer l'affrontement pour exister pleinement?